Dans cette nouvelle série de petites discussions, il s'agira maintenant d'analyser l'hypothèse selon laquelle la distinction conceptuelle de la puissance et du pouvoir, distinction que j'emprunte à Spinoza, est susceptible d'éclairer, par amplification, un trait essentiel de la doctrine de l'autorité dans le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Bon, l'entreprise est risquée pour 3 raisons au moins. D'abord, il n'existe pas de consensus sur le sens de cette distinction dans le champ des études spinozistes. Ensuite, il s'agit d'utiliser les ressources d'un auteur absent du répertoire explicite des citations de Xi Jinping. Xi Jinping ne cite jamais Spinoza, c'est vrai. Enfin, il y a aussi un risque de polémique autour du recours au concept spinoziste de puissance ou de démocratie absolue. Démocratie absolue est un concept qui va en découler, comme on le verra. Ces recours, ces emprunts à Spinoza peuvent être soupçonnés d'être utilisés idéologiquement pour légitimer la démocratie à la chinoise. Bon, je dis entre parenthèses que même si Spinoza affirme vouloir se tenir à distance de toute utopie, et s'il a seulement, je le cite, tâché d'établir par des raisons certaines et indubitables ce qui s'accorde le mieux avec la pratique, comme il le dit au chapitre 3 du traité politique, son analyse s'oriente quand même idéologiquement vers une justification de ce qu'on appelle classiquement la démocratie absolue. On y reviendra. Mais je dirais que l'affichage d'une préférence idéologique n'exclut pas l'effort pour comprendre et traiter les problèmes ou les phénomènes politiques comme des phénomènes physiques qui, si désagréables ou fâcheux qu'ils soient, sont, je cite, cependant nécessaires et sont des causes déterminées par lesquelles nous nous efforçons de comprendre leur nature, comme le dit encore Spinoza, toujours au chapitre 3 du traité politique. La perspective idéologique, ce que je veux dire c'est cela, c'est que la perspective idéologique n'exclut pas l'analyse sans jugement des modèles politiques. Le recours à la méthode et au concept spinoziste joue seulement ici, pour moi, comme une hypothèse scientifique, déjà suggérée par les études marxistes en réalité, en vue d'expliquer ce qui fait qu'un régime politique réussit à durer. Et je fais encore une parenthèse pour dire que je reviendrai plus tard sur cette convocation de Spinoza, sur cette mobilisation de Spinoza dans le cadre d'un travail à consonance marxiste, dans le cadre des études marxistes. On verra que Spinoza est l'une des sources du marxisme. J'y reviendrai, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. S'il est vrai, comme le dit Alexandre Materon, que le conatus, c'est-à-dire le désir ou l'effort pour durer, est l'unique point de départ de toute la théorie des passions, de toute politique et de toute la morale de Spinoza, je cite Materon, donc dans Individu et communauté chez Spinoza, page 19, alors la méthode spinoziste se développe comme une arithmétique, proprement dit, plutôt que comme une morale. Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut faire pour satisfaire une conception quelconque du bien, mais seulement de rendre compte des facteurs qui permettent de durer. Cette durée tient ou se rapporte, en Chine socialiste, à des facteurs quantitatifs qui mesurent la satisfaction des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple, pour reprendre l'expression de Xi Jinping, par l'espérance de vie, l'évolution du taux de pauvreté, du taux d'alphabétisation, entre autres exemples. J'ai essayé de comprendre les raisons du fait que constitue la persistance du régime socialiste chinois dans la durée, qui défie, comme on l'a vu, les pronostics de faillite de tous ses procureurs, c'est-à-dire de toute l'intelligentsia occidentale, ou en tout cas d'une large majorité d'entre elles, y compris chez les marxistes et les maoïstes révolutionnaires, par exemple. Je pense à Alain Badiou inclus. Et donc la question c'est de savoir pourquoi tant d'intellectuels se sont-ils trompés, pourquoi tant d'intellectuels persistent-ils à se tromper, et je dirais même à vouloir se tromper sur la Chine. Tout se passe comme si, au lieu d'essayer de comprendre ce qui est leur travail, ce qui devrait l'être, pourquoi la Chine réussit à durer, tout se passe comme si il voulait précipiter son déclin en prophétisant sa chute.
Donc tenons-nous très à l'écart de cette haine politico-universitaire et essayons de comprendre quel usage original de Spinoza il est possible de faire dans le cadre d'une telle étude. Cet usage original de Spinoza, en tout cas cet usage original que je propose de faire de Spinoza, semble désormais faire partie du spinozisme, si je m'en tiens par exemple à ce qu'écrit Frédéric Lordon ou ce qu'écrivent Frédéric Lordon et Yves Citon dans Un devenir spinoziste des sciences sociales, point d'interrogation, dans la revue du MOS permanente de janvier 2008. Donc je m'inscris dans un certain renouveau des études spinozistes que Frédéric Lordon et Yves Citon analysent dans cet article. Bien, je vous propose de continuer l'analyse de ce concept spinoziste de puissance en faisant le détour par la distinction qu'Antonio Negri lui-même faisait entre puissance et pouvoir chez Spinoza. À très vite donc, et belle journée à tous.